C'est finalement à l'Office régional d'habitation qu'incombera la pleine gestion des habitations abordables de Petite-Rivière-Saint-François. C'est ce qu'a appris l'équipe de TVCO cette semaine, alors que les représentants de l'organisme Accès Petite-Rivière et de l'organisme régional se rencontraient pour ficeler les derniers détails d'un transfert de propriété à venir. Interpellée lors de la séance du Conseil de Petite-Rivière-Saint-François, la conseillère en charge du dossier, Mme Catherine Coulombe, croit qu'il s'agit de la meilleure option pour la suite du projet. Compte tenu de tous les contrats qui ont été signés par Accès Petite-Rivière pour la construction, donc ça va demeurer sous l'égide, si on veut, de Accès Petite-Rivière, qui va amener les bâtiments prêts à louer. Et une fois que la construction sera terminée, alors le désir du conseil d'administration d'Accès Petite-Rivière, c'est de transférer la gestion, l'exploitation et les bâtiments, les titres de propriété à l'Office régional d'habitation. Pourquoi? Parce qu'eux ont l'expertise, eux ont les connaissances, et eux ont le personnel pour s'en occuper. En guise de rappel, le projet des habitations abordables de Petite-Rivière-Saint-François représente un projet de près de 10 millions de dollars, dont un peu moins d'1 million est assumé par la municipalité. Le projet vise notamment à offrir 20 nouvelles unités de logement locatif, dont 16 seraient admissibles à une subvention de loyer pour les ménages à faible revenu. Les logements seraient prioritairement offerts aux citoyens et citoyennes de Petite-Rivière-Saint-François, puis de Charlevoix et finalement ouverts à tous. Les ménages pouvant se qualifier à la subvention de loyer doivent correspondre à la grille de calcul de l'ORH qui se base sur le salaire médian dans la région. Ainsi, pour être admissible, une personne seule devra avoir un revenu net inférieur à 28 000 $. On parle ici du salaire minimum. Là où une famille composée de 2 adultes et 1 enfant devra faire sous la barre des 36 000 $, soit environ 20 $ de l'heure. Comme on peut le voir, le calcul s'ajuste à la hausse selon le nombre de membres du ménage. Le transfert à l'ORH viendra également remettre le titre de propriété du bâtiment et du terrain à l'Office régional, une mesure assez commune qui permettra de garantir à long terme la vocation des habitations, croit Mme Coulombe. C'est donné pour la construction des bâtiments qu'on a chez nous. Au même titre, Baie-Saint-Paul en donne pour des bâtiments comme ils en construisent présentement, qui ont démoli des bâtiments et que Baie-Saint-Paul donne des montants, des subventions pour permettre la construction de bâtiments comme ça, pour permettre à la population finalement d'avoir des logements à prix modique. C'est pas parce que ça appartient plus à la municipalité qu'on en est perdant. Si on fait, les bâtiments sont encore ici et nos citoyens vont pouvoir en profiter quand même, là. Pour le moment, tous espèrent pouvoir rendre les logements disponibles à la location autour du mois de juin. Si les candidatures sont déjà ouvertes et continuent de l'être, il est impossible pour la municipalité ou pour l'Office régional d'habitation de nous dire à combien s'élèveront les loyers, étant donné qu'ils dépendront des coûts de construction finaux. Le transfert de la gestion à l'ORH ne devrait toutefois pas affecter les dossiers de candidature déjà soumises. Les règles demeurent les mêmes. Les personnes qui ont donné leur nom ou on dit en complétant les formulaires qui étaient intéressés, ça demeure. Mais on ne peut pas présentement louer ou octroyer des appartements tant que ce n'est pas fini de construire, parce que les coûts de construction ne sont pas finaux encore tant que ce n'est pas terminé. Puis c'est les coûts de construction finaux avec les budgets d'exploitation qui vont déterminer le montant exact des baux. Alors là, c'est difficile de dire à quelqu'un, ben on voudrait bien t'en louer un, mais on ne sait pas c'est combien encore. Pour l'organisme municipal Accès Petite-Rivière-Saint-François, le travail continue comme au quotidien. Il pourra, dès les logements prêts, procéder au transfert et retourner à sa mission principale, soit attirer des nouveaux résidents dans la municipalité.
Le 6 janvier dernier, toujours dans le contexte de la grève au Massif, le Mont-Grand-Fond a décidé de suspendre l'entente qui permettait à leurs abonnés de saison et à ceux du Massif de fréquenter la station voisine pendant le mois de janvier. Alors que le Mont-Grand-Fond parle d'un bris de réciprocité et que le Massif s'insurge d'un manque de solidarité régionale, nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les skieurs. L'équipe de TVCO s'est donc rendue au Mont-Grand-Fond pour leur donner la parole. Comment vous avez réagi quand on vous a appris que l'entente était annulée? Mais disons que d'un point de vue pécunier, je comprends pourquoi il veut faire ça. Parce que l'argent va rentrer beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement. Que sinon, ça aurait été gratis pour les gens du Massif. Mais je me pose la question, si ça avait été l'inverse, c'est le Grand Fond qui aurait été en grève, est-ce que le Massif aurait fait la même chose? Fait que, Vous n'êtes pas certain de ça? Connaissant le Massif un peu, je pense qu'il aurait probablement fait la même chose. On dirait que je m'y attendais un peu, du sens que le courriel qu'on avait reçu mentionnait, je vais de mémoire, là, mais mentionnait, c'est ça, que c'est pas la fin du monde, la grève, on peut aller profiter du Mont-Grand-Fond. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de tact dans ce courriel-là. Ouais. Donc, je comprends d'un sens la réaction du Mont-Grand-Fond par rapport à ça. Si la grève et la fin de l'entente réciproque chamboulent les plans de certains skieurs, la plupart n'auront pas de difficulté à se satisfaire des installations du Mont-Grand-Fond. C'est sûr que je trouve que c'est un peu plate. Je pense que les deux stations auraient pu avoir une meilleure communication. On ne sait pas tous les dessous de ça. Ceci dit, c'est quand même une belle saison. Je trouve ça un peu déplorable, là, mais je pense qu'on ne connaît pas tous les dessous, comment ça s'est décidé tout ça. Comptez-vous aller au Massif cette année? Je comptais y aller, oui, effectivement, peut-être dans 2 semaines, mais là, ça tombe à l'eau. On va aller au Massif du Sud, on a des passes qui sont bonnes un peu partout ici au Mont-Grand-Fond. C'est un peu l'avantage qu'on a là, avec les nouvelles ententes avec les autres stations. C'est dommage pour les gens là-bas, mais moi, personnellement, Massif, peut-être j'y allais une fois par 5 ans, là, quand les conditions étaient vraiment exceptionnelles, mais sinon, j'allais ailleurs. Est-ce que ça va affecter votre volonté de retourner au Massif, vous pensez? Bien, il faut poser comme hypothèse qu'un jour, ça va se régler. Moi, j'y retournerai au Massif, à coup sûr. C'est un très beau domaine. Mais ici, c'est super agréable. Puis en ville, on est très bien reçus. On mange bien, il faut le dire. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette entente-là a été oui, c'est parce qu'ils l'ont dit, c'est parce qu'ils veulent avoir une réciprocité. Là, que les autres, ils viennent ici, puis nous autres, on ne peut pas y aller. Ça fait que... À suivre. Depuis le 1er janvier, de nouveaux règlements concernant la chasse sont entrés en vigueur et pourraient bien affecter les chasseurs de la région. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Marc Renaud, directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. M. Renaud, bonjour. Bonjour à vous. Pouvez-vous nous expliquer déjà un peu qu'est-ce que la Fédération des chasseurs et des pêcheurs? C'est un organisme qui représente les chasseurs et pêcheurs au Québec. On est à travers les 14 régions administratives. Donc, un conseil d'administration qui est sollicité par le ministère de la Faune, le ministère de la MELCCFP, mais le ministère de la Faune, pour différents dossiers, dont les plans de gestion, comme celui de l'orignal, du cerf de Virginie, dindon et petit gibier, là, que le ministre a statué le 18 décembre dernier. Oui, bien c'est ça, effectivement. Le 18 décembre dernier, le ministre a statué sur des nouveaux règlements qui entraient en vigueur là, dès le début de l'année 2026. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que sont ces nouveaux règlements? Qu'est-ce que ça implique? C'est des changements soit de date, soit de stratégie de récolte. Ça fait plusieurs années. Un plan de gestion, on a travaillé longtemps d'avance. Ça fait plusieurs années qu'on attend après la décision ministérielle pour savoir... Bon, l'orignal, entre autres, il y avait une possibilité d'être tirage au sort pour la femelle ou l'alternance mâle-femelle.
le veau qui est maintenant inclus. Bon, nous, dans les régions, quand on consulte nos chasseurs, certaines régions comme la Côte-Nord, le lac Saint-Jean et l'Abitibi, eux, l'alternance existe et ça va bien. Fait que eux, ils font des analyses sur les cheptels, voir si les cheptels se portent bien. Puis là, ben, en faisant soit le tirage au sort ou l'alternance, c'est pour contrôler les populations, pour avoir un équilibre dans la population. Ça, c'est au niveau de l'orignal. C'est pour la région de Charlevoix, c'est le tirage au sort pour la chasse à l'orignal là, chez les femelles et les veaux qui a été choisi dans ce nouveau plan de gestion. Est-ce que c'est parce que le cheptel est en mauvais état? Pas nécessairement. C'est une méthode, les fonctionnaires, les biologistes nous disaient au TABFON, c'était une méthode qui préconisait parce que c'était plus facile de réagir. Mais on avait l'opportunité de voir les régions qui voulaient faire différent. Et la région de Charlevoix, la région de Québec, Côte-de-Beaupré, voulaient avoir, eux, le tirage au sort. Donc, c'est un choix de tous les partenaires phoniques autour de la table faune régionale. Il y avait aussi question, on nous disait, si la population va mal, ben, le ministre le dit d'ailleurs, un endroit où il y a l'alternance, si la population, après des études, se met à mal aller, c'est une façon rapide de réagir. Fait que c'est possible. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour les chasseurs et les chasseuses de la région? Ben, c'est maintenant de l'achat d'un permis pour le tirage au sort. Donc, il va falloir qu'ils appliquent pour avoir l'opportunité de récolter une femelle et un veau. C'est pas garanti. Le mâle va y être, mais ça sera pas garanti. Ouais. C'est un permis supplémentaire. Il y a certaines là, critiques qui ont émané là, de différents secteurs quant à ce nouveau plan de gestion-là. C'est quoi la position de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs sur les nouveaux règlements? Est-ce que c'est une bonne chose? Nous, on est dans la mesure où le ministre a écouté l'ensemble des régions. On a vu pour la zone 2, il y a un regroupement, pas un regroupement, tous les partenaires autour de la table faune régionale se sont réunis pour dire au ministre, on n'en veut pas de l'alternance. Le ministre a décidé que dans la zone 2, dans la 14, dans la 15, il y avait de l'alternance, tandis que les gens voulaient avoir du tirage au sort. Parce qu'on avait à l'origine, il y a 2 ans, parce que ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est consulté à ce niveau-là. Fait que comme fédération, dans l'ensemble, on est satisfait. Mais un plan de gestion, on aura toujours, l'être humain étant ce qu'il est, on aura toujours des critiques, on essaiera d'améliorer. C'est rien aujourd'hui comparativement à il y a 15 ans où ça avait bougé beaucoup, il y a beaucoup d'insatisfaction. Maintenant, il y en a moins. Il y en a encore, mais c'est clair que peu importe la décision, il y aura toujours des insatisfaits. Nous, on fait des consultations et c'est jamais sûr à 100%. Non? Mm-hmm. L'alternance tirage au sort, ça vaguait, mais la plupart des régions étaient majoritairement favorables. On dit majoritairement. Donc, il y a une minorité qui va rester insatisfaite. Mm-hmm. Puis en terminant, M. Renaud, là, puis concernant la zone 27 ouest là, qui touche d'ailleurs Charlevoix, il y a des nouvelles périodes de chasse pour le cerf de Virginie, si je comprends bien, à l'arc, à l'arbalète, à la carabine également. J'imagine que les chasseurs qui vont vouloir venir dans la région pour chasser, et ceux de notre région aussi, vont devoir prendre connaissance de ces nouvelles périodes, non? Définitivement, parce qu'ils ont une évaluation où c'est marginal, plus permissif. Le cheptel de cerf de Virginie permettait d'avoir une augmentation et utilisation de différents types d'engins, donc plus juste arc, arbalète. Il semble y avoir une grogne parce que les gens ont peur que le cheptel soit vite affecté. Mais il faut se rappeler aussi une chose, puis là, ce serait peut-être probablement des questions que le ministère devrait se poser, c'est que les plaines du Saint-Laurent, du Nord et du Sud, mais surtout du Nord, n'avaient pas l'habitude d'avoir de cerfs de Virginie. Et là, de plus en plus, il y en a. Le cerf de Virginie va s'acclimater... Non, l'orignal va s'acclimater au cerf de Virginie, mais va finir par se tasser pour laisser place à un animal qui est moins peureux des habitations. Donc, il y a un effet, là, à un moment donné. Et je dis pas qu'il faut choisir. C'est pas à nous, la nature va choisir.
mais les gens doivent se poser la question, est-ce qu'on veut faire du cerf ou de l'orignal? Puis là, le cerf monte. On n'a qu'à penser à la ville de Latuc. Il n'y avait pas de cerf de Virginie. Il y en a. À un moment donné, l'orignal va probablement se tasser. Ça ne vit pas, ça cohabite pas, ça s'endure, qu'on pourrait dire. Oui, donc des choix importants à venir, si on comprend bien. Monsieur Renaud, merci beaucoup. On le rappelle, le directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être passé à l'émission. Pareillement, bonne journée à vous. Au revoir.